Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la RDC versus Kenya. Notre pays, la République démocratique du Congo, contre le Kenya. Je vais en parler en ces termes-là. Pourquoi? Parce que le monde est en train de glisser dans une période incroyablement difficile et de grosse violence causée par les États-Unis. Parce que les États-Unis n'acceptent pas qu'ils puissent perdre sa place de puissance monopolaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, c'est la multipolarité, donc de puissance régionale partout, soutenue par les deux autres puissances économiques, donc la Chine, et militaire, la Russie. Les Américains sont décidés à mettre tout à feu et à flamme, partout. Et pour ce, il y a des choses que nous devrions savoir, nous, en tant que Congolais. Alors, les États-Unis et les Occidentaux ayant conclu que le Rwanda, bonjour et bienvenue d'abord, vous me conspirez à la chaîne Conspiratorium. Je suis allé vite en besogne parce que j'ai pas beaucoup de temps et je ne pense pas pouvoir faire la vidéo plus tard. Ce que les Américains ayant conclu que le Rwanda venait d'échouer dans sa mission de la destruction et du démantèlement du partage de la RDC par les sponsors occidentaux, donc les Nations Unies, l'Union européenne, donc aussi l'OTAN qui est leur branche armée. Les USA avaient fait porter le Kenya, donc ils veulent faire porter le Kenyan William Ruto au pouvoir. C'est que quand ils ont donné le pouvoir à William Ruto au Kenya, c'était avec le fait que le Rwanda a échoué dans sa mission. Si vous vous rappelez, allez regarder dans mes vidéos. Je ne sais pas si vous allez la retrouver parce que je l'avais publié sur Twitter quand William Ruto avait pris le pouvoir au Kenya et Twitter avait bloqué ça disant que c'était contraire à sa politique. J'ai mis ça sur mon Facebook. Facebook l'a bloqué aussi. Parce que en ce moment-là, le premier voyage de William Ruto, il est allé au Rwanda. Et ce jour-là même, il y a une chaîne indienne qui a dit que, indienne donc de l'Inde, qui a dit que William Ruto est allé au Rwanda pour prendre des mains du Rwanda la gestion des M23 afin de fragiliser la RDC et j'avais mis ça en ligne. Je n'avais pas encore cette petite chaîne, sinon j'en aurais parlé et publié ça ici, mais maintenant, je cherche ça, je ne le retrouve pas. Si quelqu'un, en ce temps-là, l'avait téléchargé, qu'il puisse me le renvoyer et je vais le publier ici. Alors, on a donné l'émission comme ceci à William Ruto. Prendre possession des moyens financiers et militaires, plus les proxys comme M23, Nyatura, ADF et tout cela. Entrer en RDC. C'est pour ça que le Kenya est venu sous EAC. Entrer en RDC sous EAC et neutraliser les forces armées congolaises. Non seulement cela, et en ce temps-là, ce fut même un échec, car quand EAC est venu, il a truffé les forces kenyanes du Rwandais. Donc, les forces rwandaises, ougandaises, étaient à bord. Et ça n'a pas fonctionné parce que les Ougandais et les Burundais n'aimaient pas ça. Les Burundais n'aimaient pas voir les Rwandais et les Ougandais dans cette force-là EAC. Et c'est là que tout a chié. Je m'excuse le terme là. Vous n'aimez pas que j'utilise ce genre de termes-là. Ok, maintenant. Les Rwandais et les Ougandais qui étaient dans EAC n'aimaient pas le commandement des Kenyans. Ils voulaient plutôt qu'il y ait le commandement du Rwandais. Mais les Kenyans ont dit au moins nous allons faire que ce soit le Kenya qui puisse commander les forces. Et ça n'a pas bien été et ils ont été mal pris chez nous. Alors,
quels sont les arguments du Kenya? Les arguments du Kenya qu'ils ont portés auprès des Nations Unies. Voici ce que Ruto est allé dire aux États-Unis. Il dit, je n'ai pas les moyens de faire face à la RDC présentement. Parce que Tshisekedi a reformé l'armée et a modernisé avec un effectif jeune, très bien entraîné et très bien équipé. Ça, c'est Ruto qui va dire ça aux États-Unis. Il a encore dit que les résistants Wazalendo, c'est pour ça, vous voyez, à un moment là, le Rwanda a commencé à parler trop de Wazalendo. Jusqu'à Anthony Blinken, qui parle aussi de Wazalendo, parce que tous, ils ont compris ce que William Ruto a dit. William Ruto a dit que les résistants Wazalendo sont un atout remarquable pour la RDC. Et ils sont très efficaces sur le terrain. Ça, c'est William Ruto qui l'a dit. Je ne suis pas en train de formater des choses. Pourquoi moi je sais toutes ces choses-là? Ce n'est pas que je suis extraordinaire. Parce que ce sont des choses... Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la fuite d'informations. Ça va être quelqu'un de l'intérieur qui va parler à quelqu'un d'autre pour que ce soit dit. Et cette chaîne-là, indienne, en a parlé. Et moi, j'ai pris ça. C'est une chaîne qu'on appelle TFI, The Frustrated Indian. Ouais, TFI. Ils en ont parlé, il y a sous peu là, plusieurs fois. Je ne prenais pas ça au sérieux. Jusqu'à ce que il y en a un autre qui en parle aujourd'hui. Alors, je me suis décidé, je me dis, non, ça c'est sérieux ça. Vous savez que les Indiens sont au Kenya, vivent au Kenya comme citoyens kenyans. Et ils sont très puissants là-bas. Donc cette chaîne-là est vraiment implantée très bien au Kenya et au courant de tout. Il dit, il faut tout faire pour neutraliser le Wazalendo et affaiblir l'armée congolaise par des sanctions de type embargo militaire. Donc, ils veulent que l'embargo militaire puisse revenir sous une forme ou une autre parce que l'armée congolaise est devenue très puissante. On ne peut plus facilement la neutraliser. Il faut neutraliser Tshisekedi. Ce qu'ils ont dit. Tshisekedi est implacable. Tout ce qu'on lui demande, il ne veut pas céder. Et il faut maintenant le neutraliser par tous les moyens incluant les moyens non conventionnels tels que coup d'État, assassinat et multiples révolutions de couleurs par les ONG. Les révolutions de couleurs par lesquelles on a commencé en Ukraine, vous vous rappelez la révolution orange? Et puis c'est fini, la révolution rose en Géorgie. Et puis ça a été quelle couleur pour la Russie? Quand ils ont commencé ça et la Russie a neutralisé, c'était quelle couleur qu'on avait choisi pour la Russie? Vous vous rappelez? Et ils veulent faire la révolution bleue pour la RDC. La révolution bleue. Alors si vous commencez à voir les gens parler de la couleur de notre drapeau très souvent, veillez à ce qu'on commence à injecter. Si vous voyez les gens commencer à faire de petites manifestations ou des déclarations venimeuses sur des petites chaînes habillées en bleu, rappelez-vous ce que je viens de vous dire, c'est que ça commence à partir. Il faut neutraliser Tshisekedi par tous les moyens, incluant les moyens non conventionnels tels que coup d'État, assassinat et multiples révolutions de couleurs par les ONG. Il faut éviter toute réforme administrative, politique et constitutionnelle en RDC afin de ne pas repartir à zéro. Vous vous rappelez la constitution de la RDC, qui est cette merde de constitution qui est venue pour fragiliser et découper notre pays afin de le balkaniser, de permettre à ce que les étrangers puissent piller et dévaliser notre pays, neutraliser l'administration, l'armée et la police. Il faut éviter
toutes ces réformes. Éviter toute réforme administrative, politique et constitutionnelle en RDC afin de ne pas repartir à zéro, afin qu'eux ne puissent repartir à zéro parce qu'ils ont déjà des bases sur lesquelles ils peuvent partir le tout afin de déclasser Tshisekedi et reprendre le pays. Alors, quand Ruto était là, les Américains ont créé avec lui ce qu'ils ont appelé le MNNA. MNNA. Major Non-NATO Ally. Donc, grand allié non NATO et non OTAN, qui n'appartient pas à l'OTAN. Donc, Major Non-NATO Ally. Et ce MNNA, ils l'ont trouvé en Kenya. Alors, ils ont commencé par faire une invitation à William Ruto à Washington. Et puis, ils l'ont intronisé comme le grand représentant du NNA, donc le non-allié de NATO, de OTAN plutôt, en Afrique subsaharienne. Le Kenya va renoncer à ses relations stratégiques avec la Chine pour les remplacer par les États-Unis. Le Kenya avait signé sous l'ancien président du Kenya qui s'appelait Kenyatta. Oui, Kenyatta. Il avait signé beaucoup de traités et d'alliances avec la Chine et la Chine a massivement investi au Kenya. D'où cette montée économique, puissance économique du Kenya dont on parle souvent, c'est la Chine, dont je parlais hier dans une de mes vidéos, qui a investi au point d'atteindre 73% d'investissement au Kenya. 73% de l'économie du Kenya, c'est la Chine. Et les États-Unis ont demandé à Ruto de rompre ça. Le Kenya va renoncer à ses relations stratégiques avec la Chine pour favoriser les USA. Le Kenya va accepter une base militaire d'envergure au Kenya. Une base militaire américaine au Kenya. Et les technologies avancées de guerre vont être implantées au Kenya. C'est que le Kenya a accepté, bien entendu. Parce qu'ils veulent contrecarrer la Chine et la Russie. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir dans son premier mandat, vous vous rappelez les sourires des Américains, l'alliance stratégique, ils ont demandé au président Félix Tshisekedi s'ils peuvent avoir une base militaire au Congo, comme ils en avaient sous Mobutu. Le président Tshisekedi a dit, écoutez, non, mon pays est meurtri. Mon pays a connu trop de militaires. Mon pays a été tué par des militaires étrangers. Je ne veux pas mettre ça dans mon pays encore, voir une grosse base militaire venir nous s'installer chez nous. Je ne veux pas. Pourquoi on ne peut pas juste faire des alliances stratégiques, des choses comme ça, gagnant-gagnant, c'est tout le point de vue économique, militaire, mais que ce soit gagnant-gagnant. Donc, on peut faire des entraînements ensemble, on peut faire des stratégies ensemble, on peut faire des exploitations économiques, financières, tout ça ensemble. Ils ont dit oui, mais sous la dent seulement, sans accepter vraiment. Les Russes, quand Tshisekedi est allé là-bas, quand il y a eu un sommet Afrique-Russie, les Russes ont demandé la même chose à Fathi. Fathi a dit non, j'ai refusé ça aux Américains pour les mêmes raisons que je viens de vous dire là. Je ne veux pas vraiment militariser mon pays avec les étrangers. Nous en avons marre avec les armées étrangères sur notre sol. Les Russes n'ont pas de point de vue, pas le problème. Mais nous allons faire d'autres affaires. Et voilà, nous sommes en train de faire plusieurs affaires avec les Russes. Mais les Américains, eux, ils ne entendent pas de cette oreille. Alors, ils utilisent le Kenya contre nous. Écoutez. Ils ont dit faciliter l'accès à... Ok, attendez. Empêche... Oui.
Oui. Ils ont demandé au Kenya de servir de base arrière pour les opérations contre la Somalie, parce que les Américains voulaient s'installer à la Somalie pour la corne d'Afrique là-bas, afin de neutraliser l'océan Indien et Atlantique. Donc, que tout soit contrôlé par les Américains là-bas. Les Somaliens leur ont donné du fil à retordre. Mais les Américains ont réussi à mettre une base en Mauritanie. La Mauritanie a accepté aussi qu'il y ait une base chinoise là-bas. C'est que la Mauritanie a équilibré les choses. Non seulement ça, la Mauritanie a accepté aussi qu'il y ait une base russe. C'est quelque chose. Hein? Bon, les Américains n'ont pas aimé ça, mais mieux vaut ça que rien. Ok. Que le Kenya puisse servir de base arrière pour les opérations contre la Somalie, parce que les Américains ont créé des groupes terroristes là-bas qu'on appelle les Shebab, qui font du fil à retordre au Kenya. Et pourtant, le Kenya est dans le coup de tout ça. Et avec ça, les Américains viennent pour combattre le terrorisme causé par les Shebab. Vous comprenez? Chaque fois quand vous voyez le terrorisme, c'est que les Américains, les Occidentaux sont là. C'est eux qui créent tout pour justifier la présence de leurs troupes et d'autres services leur appartenant. Et contre la RDC, vous appelez, comment on parle toujours de FDLR? C'est que Kagame appelle toujours FDLR parce qu'il parle ça en Kinyarwanda. Les FDLR, qui sont des mouvements terroristes contre le Rwanda. Alors, ils vont venir, le Kenya va venir combattre les FDLR, ce que le Kenya va venir se déployer au Rwanda. Ce n'est pas le Kenya seulement, ce sont les États-Unis qui vont venir soutenir le Kenya. Vous comprenez? On doit empêcher toute influence de la Russie et de la Chine au reste de l'Afrique. Parce que la Chine et l'Afrique ont pris déjà le Sahel. Et ils n'aiment pas ça. On doit garantir l'unipolarité des États-Unis. C'est le but des États-Unis. Fragiliser la multipolarité afin de se garder le part du lion. Donc la part du lion, être la seule puissance unipolaire. Les Russes et les Chinois sont en train de briser ça. La guerre que vous voyez là-bas, la grosse guerre qui est en train de se passer là-bas en Ukraine et qui va bientôt prendre une envergure incroyablement puissante, vous allez voir, c'est déterminant. Et ce ne sont pas les Russes qui vont la perdre. Parce que les Russes ne perdent jamais de guerre. Rappelez-vous, allez regarder dans l'histoire. Oui, vous allez voir cela. Faciliter l'accès au sol de la RDC. Car les richesses de la RDC sont critiques pour les industries du futur en USA, aux États-Unis et en Occident au complet. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Angola? Ruto est allé voir l'Angola tout de suite là, après. Et hier, je vous disais comment l'Angola est dans une position de faiblesse parce que à la chute de l'URSS, l'Angola était livré à lui-même et l'Angola a dû négocier avec les États-Unis. Les Américains sont venus s'installer en Angola pour exploiter toutes les richesses de l'Angola. Et aujourd'hui, même si l'Angola a une économie plus puissante, de loin plus puissante que la nôtre, mais l'Angola n'est pas libre parce que c'est les États-Unis qui tiennent le tout. Si l'Angola tousse un peu, les États-Unis le débalancent. Alors, ils sont allés en Angola. Ruto est allé dire ceci à l'Angola. Vous devez garder la neutralité et abandonner toute relation avec la RDC. Arrêtez le paiement des dividendes du pétrole de l'enclave de Cabinda à la RDC. Et ainsi, vous allez créer des incidents graves de toute nature afin de fragiliser la RDC. Vous savez, notre pétrole de Cabinda est en une partie exploitée par l'Angola qui commençait à exploiter ça sous Mobutu illégalement. Mobutu ayant la tête ailleurs, l'Angola avait profité pour
rogner, longer la main vers nos gisements en nous. Quand Mobutu a découvert ça, il y a eu des accrochages énormes entre l'Angola et la RDC. Mais l'Angola a eu la main dessus quand les Américains ont fait la paix avec l'Angola et que l'Angola a tout cédé aux Américains. Alors, les Américains sont venus dire à Mobutu, fermez-la. L'Angola ne donnait même pas un rond. Même pas un rond au Zaïre. Kabila père prend le pouvoir, il vient chamboule tout de Mobutu et il s'impose contre l'Angola. L'Angola accepte, il commence à payer cet argent-là à Kabila père. Kabila père prenait une partie, il bouffait, et une partie, oui, il faisait ce qu'il faisait quand vous voyez qu'il faisait des petits paiements par-ci par-là, des petits projets. Quand Kazembere Kanambe, que vous connaissez sous le nom de Joseph Kabila, quand il prend le pouvoir, les Américains exigent à l'Angola maintenant de payer le full montant à Kabila. Kabila reçoit le full montant du pétrole de Cabinda, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il gobe cet argent-là. Pas un rond dans la caisse publique, jamais. Zéro, tout. Il gobe ça. C'est quand Tshisekedi prend le pouvoir. Tshisekedi prend le pouvoir, il multiplie des rencontres avec l'Angola, il discute et enfin l'Angola cède. L'Angola cède et l'argent est dirigé directement aux hydrocarbures. Vraiment, l'argent entre dans la caisse de l'État avec Tshisekedi. Mais, qu'est-ce que les Américains demandent à Ruto d'aller dire à l'Angola? Parce que l'Angola maintenant est aussi en otage par les Occidentaux et en l'occurrence les États-Unis, dit il faut que l'Angola facilite l'accès au sol de la RDC, car les richesses de la RDC sont critiques pour les industries du futur, au compte des USA occidentaux. Alors, l'Angola doit garder la neutralité. Il ne doit pas se mêler des affaires de la RDC. Plus question de la rencontre dans les airs. Nos forces armées et les forces angolaises qui se rencontrent, qui se partagent, je sais quoi. Plus question d'avoir des soldats angolais qui vont venir combattre les M23 et le Rwanda. Plus question d'avoir des instructeurs angolais chez nous. Non, il faut couper tout ça. L'Angola doit abandonner toute relation avec la RDC. Et comment le faire? Parce que il faut avoir un cadre pour ça. Donc, l'Angola arrête le paiement des dividendes du pétrole de l'enclave de Cabinda à la RDC. Quand il va arrêter ça, la RDC va protester. Ça va créer des incidents graves de toute nature et ça va fragiliser la RDC. Dans l'entretemps, vous vous rappelez ce mémorandum d'entente entre les États-Unis, la Zambie et la RDC pour exploiter le lithium afin de faire une usine de batterie au Chaba, au Katanga. Et jusque-là, ça n'a jamais eu lieu. Alors, écoute ce qu'on demande à la Zambie. La Zambie doit se retirer de l'accord cadre sur l'exploitation commune de lithium et cesser et accuser la RDC d'être de mauvaise foi et de chercher à déstabiliser l'économie de la Zambie. Vous comprenez? Quand la Zambie va se retirer de tout ça, la Zambie va se retirer en accusant la RDC d'être de mauvaise foi et que avec ça, la RDC cherche à déstabiliser l'économie de la Zambie. Vous vous rendez compte? D'où il y aura des incidents encore et des accrochages. On pourrait encore voir les soldats zambiens qui cherchent à entrer chez nous, mais cette fois, nous avons une armée qui va aller le combattre et il y aurait une guerre aussi de ce côté-là. Nous allons avoir un front avec le Rwanda et l'Ouganda, un front avec la Zambie et un autre avec l'Angola. Comprenez? Alors, quelles sont les solutions pour nous, Congolais?
Ça, c'est moi qui pense ça comme ça. Je pourrais me tromper. Et les gens pourraient dire que c'est de la foutaise. Mais vous allez vous rappeler qu'il y a eu un Congolais qui en a parlé, un chauve, qui en a parlé un jour, et qui n'est pas au gouvernement, un jaloux, parce qu'il n'a pas de place dans la gestion du Congo, un jaloux. Alors moi, ce que moi je pense, il faut qu'il y ait des réformes constitutionnelles immédiates, sans attendre, sine die, hic et nunc, ici et maintenant. Kamere, à l'Assemblée nationale, il doit nous le prouver. Tout de suite, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est dans le coup. Il faut envoyer à la retraite le vieux généraux de l'armée et de la police. Il faut envoyer à la retraite les officiers supérieurs de plus de 50 ans. Ils ont 50 ans et plus, envoyez-les tous à la retraite. Envoyez-les tous à la retraite. Pourquoi je dis ceci? Car ils sont commerçants. Ils sont impliqués dans le commerce de tout genre et dans aussi la corruption de tout genre. Ils font des minéraux ou ils reçoivent de l'argent de ceux qui font les minéraux dans les zones de guerre, les zones occupées. Ces gens-là, ils ne sont plus capables de vivre avec leur seul solde militaire. Ils ne sont plus capables de vivre avec ça. Parce que même si on augmentait leur solde, ça ne peut pas couvrir le somme colossale et les millions qu'ils gagnent en dollars par la trahison de leur pays. Alors, il faut les envoyer à la retraite. Quand vous allez les envoyer à la retraite, bien sûr qu'ils vont aller se joindre à nos ennemis. Au moins, ils ne seront pas parmi nous. Quand ils sont en face de nous, nous pouvons vivre avec. Mais quand ils sont parmi nous, c'est tout un problème. Donc moi, je trouve qu'il faut les renvoyer à la retraite. Il faut améliorer substantiellement. Il faut vraiment améliorer substantiellement les salaires et les conditions de vie des forces de sécurité et de défense. Quand je parle des forces de sécurité et de défense, je parle de l'armée, la police, la NER, la DEMIAP, je ne sais pas, tous ces services-là de sécurité et de défense. Il faut absolument rabattre les salaires des députés. Ils ne peuvent pas continuer à avoir ce somme colossal-là comme salaire. Il faut absolument rabattre ces salaires des députés de moitié même. Et surtout, payer les enseignants. Payer les enseignants et le personnel de la santé. Le personnel de la santé, les infirmiers, d'abord. Vraiment, on ne peut pas avoir des infirmiers qui sont comme des mendiants. Non, on ne peut pas. Ces gens-là maintiennent la population en santé. C'est eux qui sont au front de la santé de la population. Ils doivent être bien payés. Et il faut construire rapidement des routes. Pourquoi je dis cela? Ces routes doivent rallier la République au complet. Il faut vite le faire. Construire les rails à train. Tout cela pour faciliter le mouvement des biens et des services. Pourquoi? Les biens qui sont produits d'un côté, ils doivent atteindre l'autre côté du pays afin de favoriser l'alimentation. Le train doit le faire. Les routes doivent le faire. Il faut absolument le faire et le plus vite possible. Il y a moyen de le faire. Les Chinois peuvent construire ça en un temps record, pourvu qu'on leur demande de le faire. Vous allez parler de la qualité. Non, la qualité, les Chinois construisent des routes de qualité chez eux, ils peuvent le faire chez nous. C'est à nous de mettre de l'argent dans ça. Si vous leur demandez, vous dites, nous avons un budget de seulement de 500 millions, mais nous voulons que vous construisiez des routes qui atteignent l'arbre au complet. Il faut vous dire, mais ce seront des routes de qualité inférieure, parce que on ne va pas mettre beaucoup de matériaux dedans. On ne va pas mettre les matériaux de qualité supérieure dedans. Mais si vous y mettez beaucoup plus d'argent et ça va coûter autant,
Oui, on construit ces routes-là. En un temps record, les Chinois vont le faire. Ils vont amener même leur personnel. Ça urge. Ils vont amener des ouvriers chinois acceptés. Qu'il y a aussi des ouvriers congolais, bien entendu, mais accepter les ouvriers chinois. Nous avons besoin de tout ça. Vite, pour qu'on développe le pays et que le pays soit puissant, parce que bientôt, nous aurons des problèmes très sérieux. Et si nous sommes toujours dans cet état végétatif, nous ne s'en sortirons pas. Mais si le pays a déjà commencé à rouler, oui, nous aurons une économie qui peut soutenir nos moyens de défense. Voilà ce que j'allais dire là-dessus. Et il faut faire de l'armée l'employeur numéro 1. Il faut faire de l'armée une entreprise qui va embaucher. Numéro 1 du pays pour le moment, parce que nous n'avons pas encore les usines de cobalt, nous n'avons pas encore les usines d'or et je sais pas, de zinc, tout ça. Mais l'armée peut employer les jeunes. Mettez beaucoup d'argent dans l'armée. Les jeunes vont aller dans l'armée, ils seront employés. Et dans l'armée, il y a des qualifications qu'on donne. Il y a des universités de l'armée. Il y a des écoles de l'armée. Dans ces écoles-là de l'armée, vous mettez les équivalents des civils. Comme on en a ici au Canada. Quand vous allez à l'université militaire de Kingston ici au Canada, vous trouvez les équivalences d'université. Donc, vous pouvez être gradué en droit à l'université de Kingston, qui est une université militaire, c'est l'équivalent de l'université Laval, c'est l'équivalent de l'université Montréal, partout comme ça. Vous faites des choses comme ça. Un ingénieur militaire formé dans cette université-là devrait être d'équivalence au civil, comme ça se fait ici. Voilà. Alors, faire vite cela et vite favoriser les petites et les moyennes entreprises. Donc, vous commencez à donner des microcrédits aux Congolais. Parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment la clé, le pivot pour tout État. C'est là qu'on crée les richesses d'un pays. Si vous allez aux États-Unis, ce ne sont pas les Lockheed Martin, non. Ce ne sont pas Shell, non, mais c'est les petites et moyennes entreprises, les petits restaurants, les petites usines de fabrication d'eau, de jus, de sucre, par-ci par-là, qui soutiennent l'économie, qui font l'économie. C'est ça le pivot. Parce que une grosse entreprise comme Lockheed Martin peut tomber en faillite aujourd'hui. Coca-Cola peut tomber en faillite. Mais les États-Unis vont se maintenir là, toujours, parce que les petites et moyennes entreprises sont là, en masse. Ça manquait avant, à la Russie. La Russie avait de grosses usines. Mais quand les usines sont tombées en faillite, la Russie a commencé à manquer des moyens. Et Poutine a vite compris. En 2008, il a commencé à favoriser les petites et moyennes entreprises qui font aujourd'hui la force de la Russie. Et voilà, la Russie a pris la place de l'Allemagne comme première puissance européenne, première puissance économique. Et aujourd'hui, la Russie est la 5e puissance économique du monde. À cause de ça, incluant maintenant les grosses usines. Voilà ce que j'allais dire. Mais aussi, il faut que on se... Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, où sont mes notes? Oh non. J'ai perdu l'autre note. Shit, je l'ai échappé. Ce n'est pas grave, je vais laisser ça là-bas. Je vais insinuer quelque chose. Il n'y a pas longtemps, je vous avais montré un général russe qui était un vice-ministre de la Défense, parce que à la défense de la Russie, il y en a 12 vice-ministres. Un vice-ministre de la Défense en Russie avait été arrêté, un général, pour corruption. Et il a écopé de 20 ans de réclusion. 20 ans, Natol. On a arrêté un autre général russe, aussi, dans la corruption. Celui-là, il a été même rayé
de force. On lui a retiré son grade. Et il va en prison. On ne badine pas avec la sécurité du pays. Chez nous, en Russie, il n'y a pas la peine de mort, c'est pour ça qu'on ne l'a pas exécuté, mais on les aurait exécutés. Chez nous, les généraux sont en train de détourner les fonds alloués aux opérations militaires pendant que nous sommes en guerre. Ils prennent l'argent alloué aux opérations militaires, gobent ça, et rien ne se passe. Les salaires des militaires, gobent ça, et rien ne se passe. Et d'ailleurs, tout cela se passe parce que ça n'entre pas dans un compte approprié. Il faut que les salaires des militaires entrent dans leur compte bancaire. Pas un général qui doit se transporter des caisses et des caisses d'argent à leur donner ça aux militaires qui sont dans les forêts en train de se battre. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez comment les autres sont en train d'agir dans leur pays? Maintenant, il y a un pays qu'on appelle la Thaïlande. Le premier ministre thaïlandais est poursuivi pour cause de corruption et il pourrait perdre sa place. Pourquoi? Juste parce que il avait employé un ministre. Il a employé un ministre corrompu. Le premier ministre, il s'appelle Srettha Thavisin. Srettha Thavisin. Et le ministre en soi, c'est Pichi Chueban. Pichi Chueban, de quoi il est accusé? Parce que il était impliqué dans le passé dans une affaire de corruption. Alors, pour masquer cette affaire, pour que ça ne vienne pas le retrouver, il est allé voir le juge de la Cour constitutionnelle pour les amadouer. Imaginez quoi? Il a apporté 54 000 dollars. 54 000 dollars. La Thaïlande est un pays beaucoup plus avancé que la nôtre. Que le nôtre, voulais-je dire. 54 000 dollars qu'il voulait payer au juge de la Cour constitutionnelle. Et il a apporté aussi quelques friandises, snacks en anglais, friandises, donc des bonbons, des biscuits, de chocolat au juge. Chez nous, c'est des millions de dollars qu'on apporte au juge. Lui, il a apporté 54 000 dollars. Le juge, non seulement il a refusé, mais il a poursuivi le ministre et le ministre a dû démissionner. Même ayant démissionné, cela n'a pas dédouané le premier ministre qui lui avait donné le poste. Et on est en train de chercher la peau du premier ministre pour qu'il perde sa place et il pourrait être envoyé en prison. Vous vous rendez compte? Si Fachi frappe de sa main sur la table et poursuit, parce qu'il en a les moyens. Avant, je me disais non, Fachi ne se mêlait pas de la justice, tout ça. Mais dernièrement, il nous a montré qu'il pouvait s'en mêler, non? Avec l'affaire Boujakera. Lui-même, il a parlé devant les médias, il a dit, avant de venir ici, je vous l'assure, j'ai fait ça pour la première fois de ma vie. Je voulais m'enquérir de cette histoire-là de Boujakera pour savoir où est-ce que ça nie. Et je veux que la justice s'en occupe et je prendrai la décision qui s'impose. Boujakera est où? Libre, comme de l'air. Donc, Fachi ne va pas me dire que pour combattre la corruption, il ne peut pas s'imposer. Oui, il peut s'imposer. Je ne comprendrai plus jamais et je n'accepterai plus jamais cette parole-là de dire « Non, moi, je ne me mêle pas de la justice, elle est indépendante. » Non. Elle est indépendante, oui. Mais pour sauver le pays, je ne veux plus comprendre cela. Si vous avez laissé quelqu'un comme Boujakera qui a voulu que ce pays soit à feu et à sang avant les élections, vous le laissez libre,
Maintenant, vous allez me dire que vous ne pouvez pas poursuivre les gens qui sont en train de détourner des millions et des milliards contre le pays, afin que les soldats ne soient pas bien payés. Ces généraux-là qui détournent leurs fonds. Non, je ne comprendrai plus ce langage-là, très cher président de la République. Et je suis toujours là pour soutenir vos actions et combattre toute action que vous faites et qui va faire mal. Voici ce que j'allais dire. Très chers conspirés, partagez cette vidéo, commentez comme bon vous semble et likez la vidéo. Vive la RDC, vive le Ouazalendo, vive les forces armées congolaises, vive notre peuple congolais et son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hurrah!